Ça tourne. C'est bon, ça commence. Donc bienvenue à toutes et à tous au local La Commune, 17 rue de Châteaudun, ouvert les mercredis et samedis de 14h à 18h et qui est géré notamment par des camarades du groupe La Sociale de la Fédération anarchiste. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une soirée, causerie, débat sur l'anarcha-féminisme, et notamment celui de Teresa Claramunt, une anarcha féministe espagnole. Donc l'anarcha-féminisme, ou féminisme libertaire, c'est un mouvement au sein du mouvement anarchisme, luttant spécifiquement contre le patriarcat, dans le cadre de la lutte contre le capitalisme et l'État. D'où le slogan de la banderole féministe du groupe La Sociale, que vous avez pu voir notamment au 8 mars ou au 23 novembre dernier, avec le slogan « Patron, patrie, patriarcat, même racine, même combat ». Pour qu'on soit à peu près toutes et tous sur les mêmes bases, donc le patriarcat, c'est un système d'oppression, de classe, qui met en place qui explique la domination du coup de la classe homme sur la classe femme au sein d'un système plus complexe. L'anarcha-féminisme donc est une lutte anarchiste, et sa différence vis-à-vis des autres féminismes, par exemple du féminisme libéral, c'est que le féminisme libéral se base spécifiquement contre le patriarcat en éludant la question du capitalisme et de l'État. Ou alors le féminisme marxiste, qui lui pense que en abolissant le capitalisme, on abolira le patriarcat d'un même coup. Les anarcha-féministes ne pensent pas la même chose, pour la raison que le patriarcat préexistait au capitalisme. Le patriarcat, à l'époque féodale, il existait déjà. Donc c'est pas en supprimant le capitalisme qu'on supprimera le patriarcat. Et inversement, c'est pas en supprimant juste le patriarcat qu'on supprimera le capitalisme. C'est pour ça qu'elle se place du coup dans cette lutte contre patron, patrie, patriarcat. Donc elle nous provient, cette idéologie, de nombreuses femmes anarchistes, donc du coup dans une posture soit individualiste, soit communiste libertaire, ou alors dans une position ambivalente, comme l'a très connue Emma Goldman. Et il y a eu des productions qui ont été faites, notamment au courant de l'année 1896-97, La Voz de la Mujer, qui est un journal argentin. C'était la première production anarcha-féministe. Et la première organisation en tant que telle, spécifiquement anarcha-féministe, fut Mujeres Libres, dans le cadre de la Révolution espagnole, nom que reprend en français une émission féministe de radio libertaire, Femmes libres. Donc l'anarcha-féminisme est à la fois une lutte de la libération des femmes au sein de la société, mais aussi une lutte au sein du mouvement anarchiste, qui à l'époque, et on pourra en discuter sur si c'est que à l'époque, on peut le voir notamment dans la salle, très masculin et de facto donc masculino-centré, voyant à l'époque dans la condition des femmes soit une simple conséquence du capitalisme, comme les marxistes, soit un sujet non prioritaire, ou même, comme un certain Pierre Joseph disait, l'ordre naturel des choses. Sacré Proudhon. Donc si j'ai eu envie de proposer cette causerie, notamment spécifiquement sur Teresa Claramunt, c'est parce que c'est une autrice. Enfin, elle a écrit des articles, mais c'est surtout une militante anarcha-féministe et anarcha-syndicaliste espagnole, qui est née à fin du 19e siècle et qui mourra en 1931. Donc elle n'a pas pu connaître la Révolution espagnole. Et cette anarcha-féministe, elle est très très peu connue en dehors du monde hispanophone, alors que au sein du monde hispanophone, c'est pas n'importe qui. Elle est surnommée la Louise Michel de Barcelone. Elle a participé à construire le mouvement anarcho-syndicaliste et à construire le mouvement anarcha-féministe en Espagne. Et c'est en 2023, fin 2022-2023, que sort le livre qui était présent sur le visuel d'Appel à la causerie, Femmes, unissons-nous,
qui est la première, à ma connaissance, traduction de certains de ses écrits, mais aussi de ses discours qu'elle a pu dire, et avec une préface qui est aussi du coup la première fois en français qu'on a du coup le récit de sa vie militante. Et petit aparté qui du coup est sorti juste avant le mouvement des retraites, et du coup avec une postface qui pense que le mouvement des retraites sera suffisamment combatif pour gagner. La réalité montra qu'elle s'était gourée. Donc ce livre du coup qui est un livre de poche aux éditions Nada, que d'ailleurs j'ai dans ma poche. Donc il est constitué d'une grande préface qui fait à peu près qui fait les 29 premières pages, donc ça sur le livre. Donc qui explique toute la vie de Teresa Claramunt. Le reste étant du coup un florilège de ce qu'elle a pu de discours, notamment face aux ouvriers et aux ouvrières. Car selon elle, la lutte anarcho-féministe ne peut pas se faire seule. Car oui, seulement les femmes peuvent se libérer du patriarcat, mais si on n'inscrit pas dans une lutte plus large de lutte contre le capitalisme, c'est soit aller à l'échec, soit aller à l'échec en tout cas des femmes plus pauvres. Et elle fera aussi du coup tout un travail pour amener les ouvriers à conscientiser la cause des femmes, donc dans un milieu très très masculin, très fantasme de l'homme ouvrier, à la fin de sa vie du coup stakhanoviste par exemple. Et du coup d'une postface qui parle surtout de sa postérité et du coup du mouvement des retraites, qu'une camarade jugeait qu'il pourrait devenir combatif et vainqueur. Tant pis. Faudra faire mieux la prochaine fois. Mais du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a d'autres militantes anarcha-féministes, ou alors qu'on a donné comme terme anarcha-féministe, parce que le terme est en soi assez récent. Genre la Voz de l'Amouraire, c'est du féminisme libertaire, c'est pour ça que les deux termes sont utilisés. Et la première organisation justement et les premiers courants de pensée à se déclarer ouvertement du terme anarcha-féminisme, c'est justement Mujeres Libres durant la Révolution, que du coup Teresa Claramunt n'a même pas pu connaître parce qu'elle est morte avant. Notamment du coup dans ces militantes on a Voltairine de Cleyre, Emma Goldman. On pourrait considérer aussi Louise Michel sur certains aspects. Donc Emma Goldman notamment aux éditions Payot, son texte L'anarchisme, ce dont il s'agit vraiment, mais avec plein d'autres textes anarcha-féministes. Donc pareil, c'est surtout des textes qu'elle a pu écrire, mais du coup c'est de son point de vue de femme des États-Unis, là où Teresa Claramunt c'est dans le cadre des luttes en Espagne. Donc autour de ça, il y a plusieurs questions qui peuvent se poser. Donc est-ce que l'anarcha-féminisme est toujours pertinent aujourd'hui, puisqu'en 2024 le féminisme le monde a évolué. C'est une question ouverte, même si à mon sens la réponse est fermée. On peut penser aussi de qu'est-ce que l'anarcha-féminisme aujourd'hui. À l'époque, c'était une lutte surtout contre le mariage, qui était considéré comme une prostitution légale par les anarcha-féministes. C'était aussi une lutte contre la prostitution, mais en y voyant une sorte de vice primaire, qui peut aussi se questionner aujourd'hui. Là, par exemple, à Strasbourg, il y a un syndicat de la CNT, des travailleuses du sexe. Donc ça peut poser des questions sur les moyens à mettre en lutte. Mais comme l'aime dire un camarade, c'est que ce qui est bien avec l'anarchisme, c'est qu'on s'adapte aux conditions matérielles de notre temps. Et du coup, je vous propose de lancer le débat, parce que j'aime pas être trop longue. Si quelqu'un ou quelqu'une veut se lancer... Moi, du coup,
je vois une question, parce que oui, tu as fait la différence entre donc, anarcha-féminisme et le féminisme marxiste. Après, du coup, moi je connais des marxistes qui se revendiquent du féminisme matérialiste. Et du coup, je voulais savoir justement quel est, enfin, comment dire, oui, qu'est-ce qui peut différencier l'anarcha-féminisme du féminisme matérialiste. Bah, le féministe matérialiste, justement, bah, c'est le féministe qui, comme je l'ai dit quand j'ai donné la définition du patriarcat, voit le patriarcat comme un système de classe, de domination d'une classe sur une autre. Là où l'anarcho-féminisme, bah, du coup, est dans le même sujet. Cependant, le féminisme matérialiste en tant que tel n'est pas une lutte contre le capitalisme ni une lutte contre l'État. Donc c'est là où se différencie l'anarcho-féminisme, du coup, bah, parce qu'il est, à mon sens, plus complet. Mais pourquoi on dit anarcha-féminisme et non pas anarcho-féminisme? Parce que A, c'est au féminin. Ah d'accord. Oui, c'est juste. C'est juste que ça. Mais d'ailleurs, jusqu'en les années 2000, on disait anarcho-féminisme. Ouais. Et ça a été beaucoup propagé par des militantes anarcha-féministes, justement, de changer le nom pour... C'est dommage quand on lutte pour la libération des femmes et du patriarcat, d'utiliser un mot qui commence par un mot masculin. D'accord. C'est un peu bête, quoi. Écriture inclusive. Comment? Écriture inclusive. Moi je me demandais justement à la fin tu as parlé de la prostitution et je me demandais du coup quelle était la position de la Fédération anarchiste ou des anarchistes sur justement la prostitution et ce type de travail. Alors moi je vais parler en mon nom propre. Ouais, vas-y, peut-être c'est mieux. Ouais. Parce que la Fédération anarchiste en tant que telle, j'ai pas de souvenir de communiquer, qu'il y avait une position extrêmement claire et concise et tranchée sur la question. Enfin, on est tous d'accord que la prostitution, c'est pas une forme de vie avec laquelle on pourrait aller, mais le salariat non plus. Et la prostitution, c'est comme tout autre travail, un travail où l'on donne de son corps comme l'est un ouvrier. Il est notamment mal vu, déprécié, etc. Notamment parce que l'extrême majorité sont des femmes et que ça a été aussi utilisé comme moyen notamment dans les guerres, etc. pour utiliser les femmes, donc opprimer les femmes spécifiquement et les utiliser, par exemple les prostituées dans les casernes, etc. Donc c'est de là que vient cette grosse connotation. Après, en tant qu'anarchiste, on est pour la libération pour et par nous-mêmes. Et je vais pas aller voir une prostituée et lui dire ton métier c'est de la merde. Enfin, je me sens bien plus... je me sens bien plus de dire, par exemple, à quelqu'un qui construit des armes, ou à quelqu'un... La prostitution, en soi, ne cause pas de mal sur d'autres personnes. Tu ne construis pas des armes, tu mines pas, tu pousses pas à des enfants à miner, etc. C'est la prostitution dans le système actuel, système dans lequel elle est extrêmement dépréciée, dans lequel les prostituées sont mises en danger. Et donc c'est pour ça que je donnais l'exemple par exemple du syndicat de travailleuses du sexe de la CNT 67, Strasbourg, je crois que c'est 67, qui du coup lutte ensemble en tant que syndicat au sein d'une centrale syndicale aussi petite que la CNT. J'ai l'impression que la Fédération anarchiste, effectivement, je crois que ce que tu as raison de dire, que les anarchistes n'ont pas une position arrêtée par rapport à la prostitution. Ce qui dénonce, c'est surtout les conditions sociales qui font que les femmes se prostituent. Voilà. Oui. Voilà. C'est plutôt ça. La pauvreté, l'exclusion, la dépendance économique à leur mari, etc. Mais il n'y a pas une condamnation morale
de la prostitution. Voilà. Pas dans les bonnes conditions, il n'y a pas de souci, quoi. Bah, les bonnes conditions, elles ne peuvent pas exister dans un système patriarcal et capitaliste. Donc, quand on aura supprimé le capitalisme patriarcat, peut-être que des bonnes conditions existeront, mais et encore, est-ce que la prostitution vaudra encore le coup d'être, comme plein de métiers d'ailleurs? C'est des questions qui peuvent se poser. Mais sur une idée de fédéralisme, des choses comme ça, c'est quelque chose comment tu peux réfléchir à la prostitution de cette manière-là moi je sais pas bien, mais d'autres métiers c'est souvent de l'exploitation. Enfin, moi je suis contre la prostitution. Tu vends ton corps, après c'est par rapport à l'individualisme ou pas, quoi. Tu fais ce que tu veux de ton cul, de ton corps. Mais bon, le fait de défendre comme une profession, quelque part ça me dérange un peu. Quoi. Enfin, je veux dire que nous, on vend notre force de travail, hein, on se prostitue, le salariat c'est une forme de prostitution aussi. Mais je pense que les féministes espagnols, par exemple, les anarcho-féministes, luttaient contre la prostitution. D'ailleurs, dans le film Libertaria, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est un film sur les femmes espagnoles. Alors bon, c'est une petite fiction, mais c'est quand même ça reprend quand même des thèmes historiques. On les voit intervenir dans des bordels pour convaincre les prostituées de quitter leur maître de bordel, la maîtresse de bordel, pour rejoindre la révolution justement. Dans le film, c'est ce qu'elles font, elles rejoignent la révolution, elles deviennent révolutionnaires, et elles abandonnent la prostitution. C'est une économie, c'est l'organisation économique, la prostitution. Bah oui, et dans les années 70, il y a eu un moment où, alors je ne sais pas ce qu'il en était réellement, mais je crois que ça s'est dégonflé. Il y avait un centre de prostituées qui manifestait à Lyon et partout, passait devant la télé, un peu comme les gilets jaunes. Hein. Et à partir du moment où ils sont passés à la télé, on a védétarisé ces femmes-là. Soi-disant, il n'y avait pas de macro, il n'y avait pas d'organisation derrière. Et puis après, on s'est aperçu que ce n'était pas tout à fait comme ça. Et où on est le système socio-économico-culturel des formes de prostitution aujourd'hui, il y a quand même des réseaux internationaux qui commandent de près ou de loin énormément de femmes, de femmes qui sont soumises à la prostitution parce qu'il n'y a pas d'autre moyen. Moi je pense par exemple à ce qui se passe dans le milieu sinophone, enfin des Chinois à Paris. C'est connu qu'il y a tout un tas de réseaux qui démarrent de Chine en lien international. Enfin, la mondialisation de la prostitution, ça existe aussi. Et donc, est-ce qu'il y a vraiment des prostituées, et combien, qui sont comme les imprimeurs anarchistes qui dépendaient que d'eux-mêmes, et qui étaient leurs propres patrons? Ça, moi, j'ai un doute là-dessus. Moi, je vois surtout des tas de réseaux qui sont organisés. Et puis, à un moment, c'est sûr qu'il y a toujours il y a des femmes, on parle des femmes qui se prostituent, il y a des femmes qui font ça pour boucler le fin de mois, enfin qui sont relativement tolérées par les réseaux super organisés, mais rien ne dit qu'à un moment ou à un autre, vu la concurrence, si elles raflent des clients potentiels, on ne leur tombe pas dessus. Donc il y a ces phénomènes-là aussi qu'il faut aussi voir. Maintenant, il y a sans doute des gens, des femmes qui vont célébrer enchantées peut-être, ou alors qui vont avoir des arguments solides, j'aimerais bien les entendre pour dire que oui, c'est un choix, comme disait l'émission de la télé, c'est mon choix. Et moi, je ne crois pas trop au choix. Hein. Je pense qu'il y a des circonstances qui font qu'on fait ce qu'on devient. Maintenant, comparer prostitution et salariat, ça reste à discuter. Oui. Il y a les réseaux maintenant aujourd'hui, Internet qui facilite quand même le fait qu'il y ait de plus en plus de professions libérales, donc il y a beaucoup d'auto-entrepreneuses en fait maintenant qui sont plus lestes.
voilà, et qui affirment et qui ont un discours assez structuré en fait sur le fait qu'elles utilisent même ce métier-là pour justement militer pour la liberté de décision. Et donc elles peuvent avoir, il y a des conférences qui sont organisées à Rennes où il y a des TDS qui viennent expliquer ce que c'est que, comment elles conçoivent leur métier. Elles ont effectivement la difficulté, c'est à lutter contre les agressions. C'est surtout ça en fait qui les fragilise. Quand elles organisent leur rendez-vous, il y a tout un système en fait de mieux en mieux structuré par les réseaux sociaux, les sites de rencontres, pour éviter les agressions. Parce que c'est effectivement ça en fait, c'est extrêmement compliqué, avec des témoignages de violence comme ça, juste parce qu'elles font ce métier-là. Des rendez-vous où ils se font agresser, même pas violer, elles se font agresser, traiter de salope. Donc du coup, ça peut être un vecteur, leur métier en fait, de lutte féministe. C'est comme ça qu'elle l'affirme, et en considérant qu'au moins là les choses contractuellement, financièrement avec un homme permettent justement au moins de sortir de l'hypocrisie générale et donc de vraiment avoir une démarche militante avec une organisation, avec des syndicats qui se constituent justement comme il y a à Rennes aussi, pour, des collectifs en fait pour essayer de s'allier et de défendre leurs droits au même titre que n'importe quelle profession libérale en fait. Voilà, et essayer de faire évoluer les mœurs là-dessus. Mais c'est pas forcément une frange importante des femmes qui sont dans ces métiers-là. C'est-à-dire qu'il y a effectivement toutes les autres femmes qui font ça, soit parce qu'elles sont obligées de le faire avec un macro, enfin, soit parce que les conditions, leurs conditions financières leur permettent, les obligent en fait à faire ce métier-là pour. Donc, et là effectivement c'est complètement, c'est non-choix quoi. Donc il y a énormément de diversité en fait dans ce métier-là aujourd'hui. Et ça peut être il y a vraiment des TDS qui sont dans les milieux féministes à Rennes, qui œuvrent en fait dans ce milieu-là pour faire évoluer en fait les mentalités et expliquer comment ce métier-là peut aborder la relation avec les hommes d'une manière contractualisée et donc transparente, honnête et au moins là il n'y a plus, justement pour lutter contre le rapport de domination parce qu'il y a un contrat et que le contrat est établi et de manière elles décident des conditions dans lesquelles elles vont travailler et elles vont utiliser leur corps en fait pour répondre à un besoin, un service. Malgré qu'il y ait des contrats, il y a quand même des violences. Ah ben, évidemment. Le problème c'est ça, c'est que c'est une lutte quoi. Est-ce qu'on arrive à quantifier le nombre de personnes à Rennes de femmes qui se prostituent ou pas du tout? C'est comme tout, tu peux quantifier exactement le nombre de dealers à Rennes. C'est ce genre de prostitution qui sont illégales. Alors, peut-être qu'on peut quantifier le nombre de femmes auto-entrepreneuses féministes. Elles se déclarent aux impôts, elles payent leurs impôts, donc effectivement, mais pour celles qui sont déclarées justement. C'est ça. Et même sur les sites de rencontres, il y a des sites de rencontres qui sont connus pour ça, mais vous voyez nulle part que elles vont utiliser ce moyen-là, et les hommes savent qu'ils vont sur ce site-là, ou des femmes, les clients ou clientes, et ils savent qu'il faut aller sur ce site-là mais il n'y a rien, c'est un système codifié en fait pour les protéger en fait. Donc en fait elles sont obligées de faire tout le temps très attention. Et puis de manière générale, parce que là on parle spécifiquement de la prostitution, mais sur le système patriarcal dans lequel on vit, même si ça peut être un peu plus assoupli en Occident, et encore pas partout et pas dans tous les endroits, le mariage et la vie de couple est une forme de prostitution. Ça, c'est ce que disaient déjà les féministes, notamment anarcho-féministes de l'époque. Et oui, c'est tout le travail reproductif, etc. C'est quelque chose qui est induit, mais ça en fait partie.
La différence, c'est que certaines, c'est leur métier, par choix ou non. Mais comme il y en a, elles sont mariées, par choix ou non, que ce soit par mariage forcé, etc. Mais le mariage, c'est aussi des raisons économiques. Et on peut pas se séparer forcément comme ça d'un mari, et il a beau être violent, etc. C'est... Je crois qu'il y a une lutte des anarcho-féministes, c'est la sexualité un peu imposée à l'intérieur du couple, la conjugalité, la domesticité, et puis la maternité. Et là, je pense que là, les femmes se sentent effectivement dominées par rapport à toutes ces structures qui font qu'elles se sont comment dire, mises en lutte pour obtenir une certaine égalité homme-femme, quoi. Alors, je vais juste rectifier le se sente. Comment ? Je vais juste rectifier le se sente, puisque c'est pas qu'elle se sente dominée, c'est que de fait, dans le système patriarcal, nous sommes dominés par les hommes. Nous, les femmes. D'accord. Nous les femmes sommes dominés par la classe des hommes. C'est vraiment ce côté du système patriarcal, comme le système capitaliste, où la bourgeoisie domine le prolétariat. C'est deux systèmes qui se croisent parce qu'ils coexistent, mais ce nous, il n'est pas homogène. Bah, tu vis pas la même chose. Tu vis pas la même chose quand t'es une femme qui a du pouvoir ou une femme extrêmement pauvre. Mais comme tu vis pas la même chose quand t'es une personne, tu vis pas le même type de racisme quand t'es une personne noire qui a du pouvoir ou une personne noire qui est à la rue. Ou tu de manière inconsciente en fait, même les femmes qui ont du pouvoir peuvent vivre au travail ou dans leur couple. Il y a même beaucoup de femmes qui ont peur de leur mari sans le savoir. Donc ils peuvent mettre énormément de temps pour, si elles essayent de se libérer de ça, elles peuvent mettre énormément de temps pour se rendre compte en fait qu'elles ont peur de leur mari. C'est tellement inscrit en fait qu'on ne se rend même plus compte, on ne se rend pas compte en fait on va intérioriser quoi. Voilà, que c'est objectivement c'est complètement intériorisé et elles subissent ça sans en avoir même conscience en fait. Et il y a beaucoup de femmes, à partir du moment où on leur parle de féminisme, qui réagissent très mal, qui peuvent être extrêmement agressifs quand on essaye de leur conscientiser en fait dans quoi elles vivent. C'est pas possible. Est-ce qu'on sait historiquement quelle différence, on avait déjà parlé avec Claude, entre l'anarcha-féminisme et le féminisme à la Beauvoir? C'est Bourgeois. Je suis pas spécialiste de Beauvoir, mais du coup, dans mes souvenirs, Beauvoir c'est une féministe libérale. Oui, quand même. De gauche progressiste. Oui, libéral du coup. Mais c'est ça justement qui est intéressant, c'est que... Oui, bah, c'est le féminisme bourgeois qui se battent pour les femmes, mais oui, les femmes qui ont de l'argent, les femmes qui sont généralement blanches, sur plein d'aspects, alors que la lutte contre le patriarcat, c'est la lutte pour la libération de toutes les femmes. Et puis, on m'arrête si je me trompe, hein, parce que Beauvoir, pour moi, je suis pas du tout spécialiste, mais pour moi, je sais pas s'il y a une critique réellement anticapitaliste, Beauvoir, tu vois. C'est là que parce que si là, faisons un monde imaginaire où on supprime le patriarcat et le capitalisme existe toujours, bah, il y aura toujours des femmes pauvres qui subiront le capitalisme, qui subissent pas la même chose. Il y a des sous-prolétariats, les femmes prolétaires. Je crois que c'était Louise Michel qui disait l'esclave de la société, c'est le prolétaire, et l'esclave du prolétaire, c'est la femme du prolétaire. Tu vois, enfin, je sais plus s'il a dit comme ça, mais dans l'idée. Et oui, il y a des sous-prolétariats comme un travailleur noir, de manière générale, et n'a pas du tout les mêmes
conditions de vie qu'un travailleur blanc, même salaire égal. Ils ont des vécus différents dus au système raciste dans lequel on vit. Ce qui est intéressant dans la Révolution espagnole, par exemple, c'est que elle s'inscrivait justement dans le mouvement d'émancipation globale, quoi, des hommes comme des femmes, pas pour elles, mais elles ont estimé qu'il fallait qu'elles créent leur propre mouvement de femmes dans un mouvement qui se disait émancipateur pour le sexe, en fait. Et elles se sont rendues compte que dans leur milieu, que les hommes, même anarchistes, avaient des comportements sexistes. Enfin, qui étaient, je sais pas, ou qui, dans l'éducation qu'ils avaient reçue, surtout en Espagne, c'était assez macho. Le vernis du catholicisme. Oui, en plus il y avait tout cet aspect-là. Donc, mais c'est intéressant de voir les témoignages d'ailleurs de ces femmes qui étaient des prolétaires, justement, qui n'étaient pas des intellectuels ou des gens qui avaient lu beaucoup. En fait, l'éducation libertaire les femmes ont beaucoup joué aussi sur l'éducation, sur apprendre à lire aux femmes. C'est intéressant cet aspect aussi éducationnel, dans le mouvement libertaire en général, d'ailleurs, que ce soit les femmes ou les hommes, c'est toujours ce côté éducation pour s'émanciper. Et insister aussi sur la mixité scolaire, je crois. Oui, en Espagne, qui n'existait pas. Francisco Ferrer, par exemple, dans son école moderne, comment on l'appelle, acceptait même des bourgeois dans ces écoles, quoi. Enfin, il ne faisait pas de différence entre l'éducation d'un enfant bourgeois. Par contre, les anarcho-féministes, je pense qu'elles s'inscrivaient dans le mouvement révolutionnaire de leur époque, dont anarcho-féministes justement, et pas, elles n'étaient pas dans l'idée d'émancipation des femmes, des suffragettes, ou des femmes qui se sont battues pour... qui étaient des libérales, quoi, en fait. Je ne sais pas comment a verrait Simone de Beauvoir. Il faudrait demander à Federica Monselli si elle a lu Simone de Beauvoir, comment elle pouvait voir... Qui ça t'a dit la ministre, notre fameuse ministre anarchiste, qui a été ministre de la Santé, parce qu'il y a certains anarchistes qui sont rentrés quand même dans le gouvernement républicain. Ah, d'accord. En Espagne. Et en Espagne, ouais. C'est un autre sujet encore, mais... par exemple, le droit à l'avortement, ça a été autorisé en Espagne sous la République espagnole grâce à une anarchiste, quoi, qui était au gouvernement. Ce qui n'est pas rien. Et contre souvent l'avis des médecins, des hommes en général. Et pour revenir sur le côté émancipateur de la Révolution 36, faut savoir que les femmes se sont battues en 36, mais pas longtemps, parce qu'on leur a vite rappelé leurs conditions de femmes et qu'elles n'avaient pas à être sur le champ de bataille. Ouais, et ça, pour combattre, ouais. et ça notamment par la CNT. Notamment par en fait un mouvement anarchiste du coup très masculin et très masculino-centré. Ce qui peut se comprendre, parce que quand tu as un mouvement composé à grande majorité d'hommes, et bah oui, tu te bats pour tes intérêts de classe, donc tes intérêts de classe du coup de l'émancipation du prolétariat, mais aussi tes intérêts de classe en tant qu'homme. Et à l'inverse, c'est notamment pour cette raison qu'elles se sont organisées au sein des Mujeres Libres et qu'elles avaient leur propre modèle d'organisation, car elles savaient, notamment elles étaient des... je citais tout à l'heure sacré Pierre-Joseph Proudhon, qui dans son idéologie anarchiste, émancipatrice, etc., ne les voyait même pas comme un sujet. C'était l'ordre des choses qu'elle fasse le ménage à la maison. Je crois que, je sais plus, il avait une phrase où il disait qu'en gros les femmes c'était soit soit des bonnes femmes, soit des putes. Et dans la bouche de Proudhon c'était pas pute, genre émancipation. J'ai une question, moi j'ai pas lu le livre du coup, mais là on parle un peu sur la domination au sein de la famille, du couple, mais du coup aussi au sein des mouvements syndicaux, du mouvement social.
Et est-ce que Teresa Claramunt ou un peu ses héritières ou maintenant ont développé des stratégies pour lutter contre ce genre de domination au sein des organisations politiques ou syndicales? Alors, comme le disait Claude tout à l'heure, en fait, le problème principal à l'époque, c'est qu'on est dans une Espagne très, très prolétaire, paysanne, avec un fort clergé. Et l'un des gros travaux qu'a mis en place avec d'autres femmes, Teresa